Mais quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. De la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend. Pamoja juu ya Kongo. Ya Kongo, asante. Mpasi na muno, mpasi na nge. Pasi na muno, mpasi na nge, bangi na muno. Pasi ya bana Kongo ya Kongo. Mpasi na muno, mpasi na nge. Okay. Pasi ya policier, pasi na beto. Pasi ya fonctionnaire, pasi na biso. Pasi ya magistrat, pasi ya biso. Pasi tabu ya militaire, ni tabu yetu sibote. Pour répondre, mais un jour là, on va répondre. Bakangio a fait une est-ce qu'on a intervenu? Ça dit Félix Azoka a fait justice. Non, justice de Moudokang. Soit ça les fractions là, justice est quand. Et l'on retourne dans ça les grave. C'est très grave. À son niveau, en tant que ministre et à justice, pour ça la fois, 40 ans. Combien de bateaux bazali na prison kuna, bah faut ils ont toi-même mon la justice, pour ça faut ils ont yango batongo ba ya FCC. Salut chers amis téléspectateurs, salut à vous chers internautes, vu tout ce que nous suivez de partout. Je suis Ahmed Jubekari, votre humble serviteur, le défenseur de la vérité, et nous sommes dans notre émission Expression Plus Masolo et Amboka. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous n'avons que deux préoccupations. La première préoccupation, il s'agit de l'arrestation, comme les gens disent, on attend dire par-ci par-là qu'on a arrêté les ministres Célestin Yakasende, Tumba Yakasende. Les gens disent que non, voilà, il est sous résidence surveillée par la police, tout ça là. Il y a un mandat d'arrêt qui lui a été envoyé, tout ça. Et nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons traiter ces problèmes. Et ça, c'était notre première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, chers amis téléspectateurs, c'est Makambu Oyo Bozomona et Saliba trouble Makasi Nakati Ambo Canabiso. Il y a eu des violences, il y a eu disons, les manifestants qui ont fait quoi? Qui ont attaqué même le député, certains députés de FCC, et ils ont même, disons, saccagé, si on peut dire, ils ont saccagé, ils ont détruit leurs biens et tout ça là, ils ont attaqué leur résidence, et nous voulons être éclaircis. Mais pour être éclaircis, chers amis téléspectateurs, nous n'allons que lancer un appel, et je pense que nous allons l'avoir. Nous allons appeler l'honorable, le plus jeune député de l'Assemblée nationale, donc de la chambre basse. Nous allons l'avoir au téléphone, et puis il va nous éclaircir sur ces sujets. Suivez, chers amis téléspectateurs. Oui, mon frère. Bonsoir, honorable Benjamin Kassindi. Bonsoir. Oui, monsieur l'honorable, nous vous prenons en direct de l'émission Expression Plus Masolo et Amboka à partir de l'Afrique du Sud. Bonjour, monsieur. Vous avez un tel mani? Allô? Un tel monnaie, vous avez? Oui, je vous capte. Oui. Donc, vous êtes en direct de l'émission Expression Plus Masolo et Amboka à partir de l'Afrique du Sud. Nous voulons juste avoir... nous vous saluons d'abord, monsieur l'honorable. Et puis, nous saluons aussi tous les députés. Nous sommes en pleine émission et nous voulons avoir des éclaircissements sur la proposition de loi qu'on a renommée Minaku et Sakata. Où est-ce que nous en sommes avec ces lois? D'abord, par rapport à la dénomination, hein, oui. Ce sont les lois qui portent sur... on voulait tout simplement porter une modification sur les lois organiques portant statut des magistrats, oui. Aussi les conseils supérieurs de la magistrature. Donc oui. C'était ça. Maintenant, les lois ont été initiées par les collègues honorable Minaku et honorable Gary Sakata. Oui. Évidemment, à tous les PPAD. Alors, les lois portent sur, comme je l'ai dit, ils voulaient modifier et compléter la loi organique portant sur les statuts des magistrats et puis sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, tout simplement ça. Alors, est-ce que ne trouvez-vous pas que, je ne sais pas de quel avis vous êtes, ne trouvez-vous pas que ça sera casser l'indépendance de la justice dans notre pays? L'indépendance qui représente
l'indépendance qui représente vraiment cet état de droit tant entendu? Le problème, c'est que la chose a été mal médiatisée, en fait. Il y a eu des récupérations politiques, à mon avis. Mais jusque-là, ça ne va pas encaver la liberté ou l'indépendance de la magistrature ou de la justice. Tout simplement parce que même vous savez, les abus, des fois les magistrats aussi commettent des abus. Il y a beaucoup de gens de mon quartier, moi, qui ont perdu les parcelles innocemment. Ils devaient avoir raison, mais ils ont perdu les parcelles, ils ont perdu leurs biens. Tout simplement parce que le magistrat, à un moment donné, il est quelqu'un considéré comme intouchable, et le Conseil supérieur de la magistrature, qui normalement est habilité à punir les magistrats, ça va, et l'institution pour le président de la République, des fois, ils ne font pas correctement ce qu'ils devaient faire, parce que le président de la République est celui qui révoque les magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est celui qui punit les magistrats. Mais maintenant, le collègue Minakou propose que le ministre de la Justice soit là-bas pour la détection de ces faits là-bas. Parce que quand on a ravi à quelqu'un sa parcelle innocemment, il va se plaindre auprès de qui? Après qu'il n'ait pas raison, qu'il n'ait pas eu raison chez les magistrats, il va se plaindre auprès du gouvernement. Ça va? Et dire, ça sera à Gombe. Si on vient déposer quelque chose en disant que, écoutez, moi, on m'a volé, donc on a pris ma parcelle, et pourtant j'avais raison. C'est au ministre de la Justice qu'on va déposer la plainte. Mais avec notre Constitution et avec les lois organiques existantes, les ministres de la Justice ne participent même pas ce pouvoir-là de détecter seulement. C'est lui qui a commis des abus, il n'en a pas. Et donc, les collègues ont pensé qu'il fallait que le ministre de la Justice, parce que c'est lui qui répond à la population, devait avoir cette possibilité-là de détecter. Détecter, ça ne signifie pas prendre des décisions, non. Il peut détecter et transmettre au Conseil supérieur de la magistrature pour des mesures appropriées par rapport à l'infraction ou à l'abus commis par les magistrats. C'était donc un peu ça la proposition, parce que c'est ça l'article qui fait beaucoup de bruit, mais c'était ça la proposition des collègues. Ok, c'était ça la proposition. Et alors, où en sommes-nous avec ces propositions de loi? Sont-elles déjà votées, adoptées, ou bien où en sommes-nous? Quelle est la procédure? Non, d'abord, on doit dire que c'était dans la plénière de vendredi de la semaine antérieure que nous avions examiné ces lois-là. Donc, quand une loi est déposée à la chambre basse du Parlement, donc à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale transmet la loi au gouvernement pour avis de considération. Voilà. Et le gouvernement transmet son avis. Alors là, la loi est programmée pour être examinée en plénière. L'initiateur de la loi va présenter la quintessence donc de sa loi. Et puis la plénière va se prononcer sur soit la recevabilité ou la non-recevabilité de la loi. La recevabilité, nous l'avions, le même vendredi, nous avions dit que les trois propositions de loi étaient recevables à la Chambre basse, donc à l'Assemblée nationale. Elles étaient recevables. Une fois qu'elles ont été recevables, elles devaient être transmises à la commission PH. Donc la commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale, pour un examen approfondi. Et c'est à ce niveau-là que se trouvent ces lois. Ces lois sont en train d'être examinées à la commission PAJ pour y apporter des amendements et des corrections éventuelles. C'est à ce niveau que nous en sommes. Alors, une fois la PAJ, si on a fini à la PAJ va rentrer à la plénière pour faire rapport. Le rapport de la PAJ aussi sera d'abord déclaré recevable ou non par la plénière qui est l'organe suprême de l'Assemblée nationale. Lorsque la plénière aura reçu le rapport de la PAJ, on ouvre encore un débat sur la discussion pour évidemment savoir si ce rapport de la PAJ est ce que nous recherchons dans ces lois-là. On va commencer à étudier, on ouvre encore le débat, la plénière discute encore de ces lois, et puis maintenant nous allons passer au vote. Donc voilà, donc les gens doivent être apaisés, les votes
le vote de ces lois là-bas n'a pas encore été fait. Et nous attendons que les rapports de la PAJ soient remis à la plénière. La plénière encore va discuter sur ces lois avant de prendre la décision si la loi, on va voter les lois ou comment. Alors, donc, voilà. Ok. Merci beaucoup, honorable. Alors, dites-nous, on entend dire que non, voilà, il y a des rumeurs partout, par-ci, par-là. On dit que le ministre Tunda Wakasende était arrêté, ou bien il y a des gens qui disent que non, voilà, il est sous surveillance. Est-ce que cela est vrai? Il est sous surveillance dans sa résidence privée. Est-ce que cela est vrai, ou bien il est à Makala, ou il est chez lui? Bon, d'abord, est-ce qu'il répond? Il n'est pas à Makala, c'est ça la réalité. Oui. Il n'est pas à Makala, il serait chez lui. Est-ce qu'il est surveillé? Je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu ça. Il n'est pas surveillé, donc il est libre. Et j'apprenais même qu'il serait dans une réunion de son parti politique, donc de il FCC. est en tout cas libre. Ouais. Et ce qui est aussi, c'est qu'il a été interpellé hier par un mandat d'arrêt. Oui. Et arrivé à la Cour de cassation, il a comparé, il a présenté ses éléments de défense, parce qu'en fait, il devait être jugé en procédure de flagrance, selon ce que j'ai entendu. Oui. Et il a présenté ses moyens de défense, et en fin de compte, il a été libéré, il est rentré à la maison. Et je ne crois pas qu'il soit en surveillance surveillée, parce que je n'en ai pas encore entendu parler de ça. Alors, ok. Alors, on lui reproche de quoi? On lui reproche de faux et usage de faux. Qu'est-ce qu'on lui reproche normalement? Bon, de toute façon, je ne suis pas... D'abord, je dois dire que je ne suis pas juriste de formation. Ok. Je sais tout simplement qu'on lui reproche des faux, je ne sais pas moi, des faux, et qu'il aurait transmis à l'Assemblée nationale les recommandations, les avis et considérations du gouvernement ouais. sans passer par le Conseil des ministres. Et pourtant, certaines voix disent que c'est un ministre sectoriel, la justice est dans ses attributions, et que donc, lorsqu'il y a une proposition de loi, c'est son devoir de transmettre cela. Il y a même d'autres bouches qui disent qu'aucune loi n'a jamais été traitée dans le Conseil des ministres avant de transmettre ses avis et considérations. Il y a même ceux qui font allusion à la loi, les avis et considérations transmis par le ministre de l'Agriculture à propos d'une loi et qui n'est pas passé par le Conseil des ministres. Donc c'est quelque chose de... En tout cas, il y a l'amalgame autour de la question. Mais on doit retenir qu'il a été interpellé par mandat d'arrêt à cause du faux, en fait. À cause du faux, parce qu'il n'a pas entendu que la question soit débattue au Conseil des ministres avant son expédition à l'Assemblée nationale. Oh, ok. Et lui, il estime que c'est de son droit parce qu'il est le ministre sectoriel. Ok, merci beaucoup, honorable. Mais des informations que nous avons ici nous dit que vous aussi, alors je vais rappeler à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, que vous êtes le député le plus jeune de la RDC. Alors, dites-nous un peu, on nous a dit que non, voilà, il y a une loi que vous aviez aussi proposée, que vous initiez et proposée à la Chambre basse. Quelle est cette loi donc? Voilà, donc moi j'ai proposé ma loi, comme vous l'avez dit, je suis le député le plus jeune de l'Assemblée nationale. Oui. J'ai proposé ma loi, en tout cas sur la jeunesse. J'ai travaillé sur ça à peu près pendant 10 mois. Oui. Et la fois passée, j'ai déposé ma loi sur la création. Donc la loi porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence congolaise de l'entrepreneuriat des jeunes. En fait, la problématique est complexe, étant donné que la jeunesse congolaise n'a pas d'emploi. Oui. Et ceux qui ont d'emploi travaillent dans le secteur informel. Vous savez aussi, dans nos pays africains, la question d'expérience professionnelle nous fait défaut. Vous pouvez finir votre étude d'intelligent, mais lorsque vous cherchez de l'emploi, on va vous dire qu'il faut avoir 5 ans d'expérience professionnelle. Oui. Et vous n'avez pas d'emploi. La conséquence, c'est que vous ne travaillerez jamais. Entre guillemets, vous ne travaillerez jamais. Et il y a aussi les emplois qui s'octroient par favoritisme. Alors, pour parler à tous ces problèmes-là, parce que la jeunesse congolaise est entrepreneuse, j'ai pensé que nous devons avoir un cadre, une agence
bien approprié où les jeunes pouvaient trouver des financements facilement. Et ainsi, ça va permettre à la jeunesse de créer des entreprises, des micro-entreprises ou des entreprises qui leur serviront d'abord d'expérience professionnelle pour être compétitifs au marché, mais aussi pour avoir quelque chose. Parce que quand il aura déjà son emploi, un emploi rentable, il sera à l'aise et il ne va pas d'ailleurs engager d'autres personnes. Voilà donc la quintessence de la loi. C'est ainsi que dans la loi, j'ai proposé que pour avoir cette caisse-là, parce que l'agence va travailler avec de l'argent, parce que l'agence aura l'objectif de financer les projets des jeunes. Donc, il serait mieux que nous puissions créer un fonds de promotion de l'entrepreneuriat. Et ces fonds là-bas seront perçus si donc, les parents pourraient contribuer à hauteur de 5 $ pour les élèves qui sont à l'école secondaire et 20 $ pour les élèves qui sont pour les étudiants des universités. Mes calculs ont fait que chaque fin d'année, nous pouvons avoir au moins 150 millions de dollars et nous pouvons disponibiliser pour les projets des jeunes. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pratique, simple aussi. Il suffit tout simplement que les parents adhèrent et qu'ils contribuent comme ça. Par année, vous contribuez 5 $ à votre fils et ça va permettre à ce que cette caisse-là ait des moyens et cela va permettre le bon fonctionnement de l'agence. Voilà donc en quelque sorte la quintessence de la loi. Et puis maintenant, pour avoir des financements, il n'est pas question dès qu'un enfant de tel, comme c'est le cas aujourd'hui, avec les autres institutions qui donnent les financements, il faut être enfant des ministres pour avoir les bourses, il faut être enfant d'un député, non. Avec l'agence congolaise de l'entrepreneuriat des jeunes, on va lancer chaque mois de juin l'appel à candidature. Les jeunes du pays vont candidater, les entreprises des jeunes vont candidater. Et puis, il y aura la défense de ces projets là-bas, tant sur le plan provincial que sur le plan national. Alors, les projets convaincants seront d'office financés sans tenir compte de qui t'a mis au monde, tu es l'enfant de qui, ou est-ce que tu non. Donc, il est question tout simplement d'être intelligent, vous défendez votre projet convenablement et vous êtes financé même à hauteur de 100 000 $ pour des financements, évidemment, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais aussi, la loi revient sur les ASBL, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi les ASBL qui fonctionnent et qui souvent n'ont pas de financement. Les bailleurs des fonds internationaux et nationaux ont besoin de la crédibilité pour donner de l'argent. Voilà. Ils ne vont pas donner de l'argent à quelqu'un qui ne savent pas. Alors, comme agence, l'agence va parrainer les associations sans but lucratif auprès des bailleurs des fonds internationaux et nationaux. Et que par conséquent, maintenant, quand vous avez un projet et lorsque vous avez besoin de la crédibilité pour avoir les financements, vous soumissionnez auprès de l'agence et l'agence maintenant va présenter ça auprès de votre bailleur et le bailleur va demander les rapports à l'agence. C'est pourquoi l'agence aussi a l'obligation d'accompagner la jeunesse dans l'exécution de leurs projets. Voilà donc la quintessence du projet et nous pensons que c'est un projet qui va apporter beaucoup de solutions à la jeunesse congolaise qui manque d'emploi. C'est bien beau de proposer les lois, en format tellement juridique. Moi, j'ai pensé qu'il fallait être vraiment pragmatique et chercher comment nous allons trouver le financement pour notre jeunesse. Et là, je suis en train déjà d'appeler à la conscience de nos parents, parce que vous savez qu'un élève ne peut pas payer la taxe parce qu'il est invalide. Alors, ce sont les parents qui pourront payer à leurs enfants. C'est en termes de contribution. Et comme dit la constitution de notre pays, et tout Congolais a le devoir de contribuer par son travail à la prospérité nationale. Et donc moi j'ai estimé que les parents pouvaient contribuer comme ça à la prospérité nationale des enfants. Si nous mettons 100 millions dans le domaine des enfants, de la jeunesse, sincèrement que nous allons créer pas mal d'emplois. Et d'autant plus que chaque projet qui sera financé par l'agence va créer au minimum 5 emplois. Au minimum 5 emplois. Et ça sera des emplois décents. Et quelle est cette loi de l'article de la Constitution qui dit que non, voilà, toute personne peut contribuer au développement ou bien, comme vous avez dit là? Donc, de toute façon, il y a beaucoup de dispositions constitutionnelles. Vous savez, quand moi j'ai lu la Constitution, ce n'est pas pour retenir tous les articles. Mais en tout cas, si j'ai une bonne mémoire, ça doit être autour de l'article 36, 36 ou 34, ou 42, quelque chose comme ça. Donc, où
d'abord, la Constitution garantit le travail à tout Congolais, ça c'est un. La Constitution lutte contre, les pays doivent lutter contre le chômage. Et que donc, moi j'ai estimé que ça c'est les pays devraient donc tout faire, mettre en œuvre pour que nous puissions aller de l'avant. Je pense que si je reviens dans ma loi tout de suite là, je peux vous faire l'article de la Constitution qui dit que tout Congolais doit contribuer par son travail à la prospérité nationale. À la prospérité nationale. Et j'ai estimé que les parents peuvent contribuer à la prospérité de leurs enfants en contribuant comme ça à hauteur de $5 par enfant qui fait l'école secondaire, parce que vous savez que l'école primaire est devenue gratuite. On ne peut plus penser à ceux qui sont à l'école primaire. Et puis les universités, où les parents peuvent contribuer à hauteur de $20 par an. Et puis là, c'est simple. Pendant les 6 ans que vous ferez à l'école secondaire, fois $5, ça fait $40. Plus les $100 des universités, ça fait 50. Vous contribuez à hauteur de 50, mais vous avez la possibilité d'être financé à hauteur de $100 000 si seulement vous êtes intelligent. Et puis la loi va aussi créer l'émulation, parce que les jeunes vont s'approprier d'abord les projets. Ils sont les premiers contribuables dans les projets. Et donc un jeune qui ne fera pas d'effort pour gagner de ce qu'il a fait lui, donc c'est un jeune qui ne sera pas normal. Et là tous les jeunes maintenant vont postuler jusqu'au jour où vous allez bien défendre votre projet et avoir l'accès au financement. Ok, donc cela veut dire que vous contribuez vraiment aussi au développement, si on peut dire, ou à la prospérité de notre pays. Parce que là, vous initiez un projet et c'est comme si vous présentez un problème, mais vous avez aussi déjà la solution pour ces problèmes. Donc vous avez la formule qui va nous conduire à la solution pour ces problèmes, c'est ça? La même chose est encore reprise dans notre constitution. Quand on propose des lois, surtout sur les établissements publics. Parce que là, on veut créer un établissement public. Et la Constitution est claire en disant, quand vous proposez la création d'un établissement public, il faut soit que cela ne modifie pas le budget de l'État, ça va, soit encore que vous apportez des solutions par rapport à ça. Et donc, moi, je me suis dit, on ne peut pas créer une chose sans apporter des solutions. Sinon, ça sera encore créer une autre dépense, une autre charge à l'État. Et pourtant, l'État est incapable d'abord de satisfaire ce qu'il y a. Et moi, j'estimais qu'en voulant dire que nous voulons, en apportant votre problème, on doit déjà venir avec une solution. C'est ce que j'ai fait. En tout cas, monsieur l'honorable, nous vous disons merci pour votre temps. Si vous pouvez préciser, vous êtes de quel parti politique, si vous pouvez le préciser aux téléspectateurs qui nous suivent. Non, donc moi je suis d'abord M. Kassim Kingombe Benjamin, honorable, député national. Je suis élu de la ville de Bukavu, au Sud Kivu. Et élu ici la liste AFDCA. Et je suis de la famille politique Front commun pour le Congo. Oh, ok. D'accord. Monsieur l'honorable, quel est le mot de la fin pour cette tranche à laquelle nous vous avions reçu? Donc, pour terminer, je dois d'abord inviter la jeunesse congolaise à soutenir ma proposition de loi. Parce que c'est une loi fondamentale, ça va aider. C'est pratique. Donc, il n'est pas question de penser partir d'ici ou là, c'est pratique. Et quand nous allons faire ça après quelques années, vous allez vous rendre compte que nous aurons des milliards dans cette agence que nous serons en train de disponibiliser pour la jeunesse. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est inviter la population à comprendre que le travail d'un parlementaire, c'est de proposer les lois. Et quand on propose, on n'est pas seulement obligé de penser comme tout le monde pouvait le penser. C'est ça d'ailleurs l'essence d'un leader. On ne pense pas toujours comme tous les autres. Et donc, inviter les gens à l'apaisement par rapport aux propositions des lois de nos frères. Parce que aussi, même si ça passait à l'Assemblée nationale, ce n'est pas la promulgation. Vous savez que la loi est mise en application lorsqu'elle est promulguée. Et comme ce sont des lois organiques, donc la Cour constitutionnelle devait s'imprégner de ces lois là-bas pour déterminer de sa constitutionnalité. Et donc, si la Cour constitutionnelle déclare que les lois sont inconstitutionnelles, les lois ne seront pas promulguées, par conséquent, elles ne seront pas mises en application. Donc, les gens doivent s'apaiser. Et encore, il y a l'étape de la promulgation qui est assurée par le président de la République. Donc, les gens doivent laisser le Parlement à faire son travail, et après, les instances, les autres institutions judiciaires et le président de la République devront aussi faire leur part par rapport à ça. Si les lois
semble ne pas être constitutionnel. Non, c'est des pleines lois de la Cour constitutionnelle de dire que la loi est inconstitutionnelle et on ne va pas mettre ça en application. En tout cas, et enfin, c'est inviter maintenant la population congolaise à la cité, ne pas céder à la manipulation surtout, parce que, en tout cas, le Congo est convoité et nous avons intérêt à nous mettre beaucoup plus ensemble pour vaincre toutes les attaques de nos voisins et des autres personnes. En tout cas. Monsieur l'honorable, nous vous disons grand merci pour le temps que vous avez disposé pour nous. C'est moi qui vous remercie. D'accord, au revoir. Au revoir, oui. Oui, chers amis téléspectateurs, je pense que là, vous aviez été éclaircis sur la proposition de loi qu'on a renommée la proposition de loi Minaku et Gary Sakata. Et nous vous disons merci aussi pour l'attention que vous aviez à cette tranche, à cette émission qui est Expression Plus Masolo et Amboka. Et pour mettre terme à cette émission, nous disons grand merci à notre grand réalisateur. Bienvenue, LK Pro, et nous allons nous retrouver prochainement. Merci. Mais quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. Pas, de la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce